on a tous une petite idée de comment notre cerveau fonctionne, pas vrai? Mais et si la métaphore la plus connue, la plus utilisée pour le décrire, était en fait complètement fausse? Et si le fait de comprendre ça pouvait absolument tout changer? C'est exactement ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Alors, cette fameuse idée, on l'entend partout, le cerveau, ce serait juste un ordinateur biologique. Une machine, certes, hyper complexe, mais une machine quand même. C'est une image qui parle, qui a l'air simple, mais est-ce qu'elle est juste? C'est toute la question. Avant de plonger dans le vif du sujet, il faut qu'on s'arrête sur un mot qui peut paraître un peu savant, la cognition. En fait, c'est tout ce que notre esprit fait, à chaque seconde. C'est ce moment, vous savez, un peu gênant, où on reconnaît un visage dans la rue, mais impossible de remettre un nom dessus. Eh bien ça, c'est un exemple parfait de la cognition en action. La perception, la mémoire qui rame, le langage qui bloque, tout ça, c'est la cognition. Bon, revenons à notre histoire. D'où vient cette idée du cerveau-ordinateur? Elle n'est pas sortie de nulle part, évidemment. C'est un modèle qui a profondément marqué les débuts des sciences cognitives. Et à l'époque, il faut bien le dire, c'était une petite révolution. Imaginez un peu le contexte. Les premiers ordinateurs apparaissent. La comparaison saute aux yeux. D'un côté, une machine qui calcule, qui traite des données. De l'autre, notre cerveau. L'idée semblait logique. L'esprit fonctionnerait comme un logiciel, en manipulant des symboles selon des règles. En gros, penser, c'était juste une forme de calcul. Sauf qu'il y a un petit grain de sable dans cet engrenage bien huilé. Et il vient de beaucoup plus loin, de la philosophie. Bien avant les ordinateurs, Emmanuel Kant suggérait déjà que notre esprit n'est pas une simple éponge. Non, il filtre, il organise, il construit activement notre réalité. Il ne se contente pas de voir le monde, il le met en forme. Et ça, c'est quelque chose qu'un simple ordinateur, lui, ne fait pas. D'accord. Donc le cerveau n'est pas une machine figée, mais alors c'est quoi? La clé de tout, la voici. Elle tient en un seul mot qui a complètement bouleversé les neurosciences. La neuroplasticité. Pour bien comprendre, commençons par un chiffre. Accrochez-vous, 85 milliards. C'est le nombre de neurones en moyenne dans un cerveau humain. Rien que ça donne le vertige. La complexité est telle que n'importe quel supercalculateur a l'air d'un jouet à côté. Mais ce n'est même pas le nombre le plus dingue. Le truc vraiment fou, c'est que ce réseau gigantesque n'est jamais le même. Il est en perpétuel mouvement. Chaque neurone peut créer jusqu'à 10 000 connexions avec ses voisins. C'est comme si le câblage de notre cerveau se réorganisait à chaque pensée, à chaque expérience. Et voilà, on y est. C'est ça, la neuroplasticité. Ce n'est pas une image, c'est la capacité bien réelle, physique, du cerveau à se remodeler en fonction de ce qu'on vit, de ce qu'on apprend. Ce n'est pas comme installer un nouveau logiciel. C'est le matériel lui-même, le disque dur, qui change de forme. Un exemple très concret. On décide d'apprendre à jongler. Au début, c'est une catastrophe, évidemment, mais à force de répéter, de s'entraîner, les circuits de neurones qui gèrent ce mouvement se renforcent. Et ce n'est pas une métaphore. Des études scientifiques ont montré, avec des scanners, une augmentation visible de la matière grise dans les zones du cerveau impliquées après seulement 3 mois d'entraînement. C'est la preuve physique que nos actions sculptent notre cerveau. Et cette idée de neuroplasticité, elle a une conséquence absolument vertigineuse sur un domaine en particulier, notre mémoire. Il est grand temps d'oublier cette image du disque dur mental où seraient stockés nos souvenirs. La réalité, c'est que nos souvenirs ne sont pas des fichiers qu'on va chercher dans un dossier. Ce sont des reconstructions, des assemblages fragiles que notre cerveau doit recréer à chaque fois qu'on s'en souvient. Alors mettons les deux visions face à face. D'un côté, le mythe, un souvenir qui est stocké, qui ne bouge pas, comme un vieux fichier qui s'abîme un peu avec le temps. De l'autre, la réalité, un processus vivant, dynamique. Ce souvenir, c'est réactiver tout un réseau de neurones. Et le simple fait de le réactiver peut modifier le souvenir. C'est pour ça d'ailleurs que les faux souvenirs existent. Ce n'est pas un bug, c'est une conséquence logique de la façon dont notre cerveau fonctionne. Et là, on touche à quelque chose de fondamental, de profondément optimiste en fait. Si notre cerveau est aussi malléable, ça veut dire que nos capacités, elles non plus, ne sont pas figées. L'intelligence, les talents, tout ça, ça se travaille, ça se développe. C'est la preuve que l'apprentissage est possible à n'importe quel âge. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Parce que jusqu'ici, on a beaucoup parlé de ce qui se passe dans la boîte crânienne. Or, notre esprit n'est pas juste un cerveau dans un bocal. Il est ancré dans un corps qui lui-même vit et interagit avec le monde. Et entre les trois, c'est une conversation permanente. Pendant très longtemps, on a vu ça comme deux systèmes de communication bien séparés. D'un côté, dans le cerveau, les neurotransmetteurs, des messagers ultra rapides entre neurones. De l'autre, dans le corps, les hormones, des signaux plus lents, plus diffus. Mais en réalité, cette frontière entre les deux, elle est complètement artificielle. C'est un dialogue constant, une boucle
Une pensée stressante dans le cerveau, et hop, ça déclenche la libération de cortisol, une hormone, dans tout le corps. Et ce cortisol, en retour, va modifier la façon dont le cerveau fonctionne. On ne peut pas séparer les deux. Cerveau et corps ne font qu'un. Tenez, un exemple aussi concret que surprenant. Des études ont montré que le simple fait d'adopter une posture de confiance, ce qu'on appelle les power poses, pendant à peine 2 minutes, eh bien ça suffit à changer notre chimie interne. Le taux de testostérone, lié à la confiance en soi, augmente, et celui du cortisol, l'hormone du stress, diminue. Le corps parle au cerveau, et le cerveau l'écoute attentivement. Notre posture physique peut littéralement changer notre état d'esprit. Et tout ça, ça nous amène à la démonstration la plus spectaculaire, la plus puissante du pouvoir de l'esprit sur le corps. Le fameux, et si souvent mal compris, effet placebo. Ce qui est absolument fascinant, c'est que l'efficacité d'un placebo dépend directement de ce qu'on en attend. Une simple pilule de sucre va soulager la douleur beaucoup plus efficacement si on dit au patient que c'est un puissant antidouleur, comme de la morphine, plutôt qu'une simple aspirine. C'est la croyance en l'efficacité qui crée l'effet. L'attente devient une réalité biologique. Et attention, il faut vraiment insister là-dessus. Ce n'est pas juste psychologique, c'est un phénomène biologique mesurable. L'attente d'un soulagement peut pousser le cerveau à libérer ses propres antidouleurs naturelles, les endorphines. C'est la pensée qui déclenche une véritable cascade chimique dans le corps. Alors si on devait résumer tout ça, que faut-il retenir ? Premièrement, le cerveau n'est pas une machine figée, il est en constante reconfiguration. Deuxièmement, la mémoire n'est pas un enregistrement, c'est une reconstruction. Troisièmement, le corps et le cerveau forment un système unique et inséparable. Et enfin, nos croyances peuvent directement, physiquement changer notre biologie. Tout ça nous laisse avec une question assez vertigineuse. Si nos croyances peuvent modifier notre corps à ce point, alors où sont les limites ? Jusqu'où s'étend réellement le pouvoir de notre esprit ? C'est une pensée qui ouvre un champ de possibilités absolument immense,